Salam alaikum, salut à tous. Le gouvernement, pour des mauvaises raisons, a fait une loi interdisant les imams payés par des États étrangers. Au mois d'avril, ceux qui sont déjà en place devront changer leur contrat de travail, ne pourront pas effectuer le rôle d'imam. Mais pour ma part, j'y souscris et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très important. Au début, ceux qui sont plutôt de ma génération, on a vu le début naître des salles des prières et des mosquées. Vite, le côté politique a pris le pas sur le côté religieux. Vite, il y a eu des intérêts, des bagarres par nationalité à l'encontre de les intérêts des musulmans. Je m'explique. Je l'ai vécu dans plusieurs mosquées. J'ai participé à certaines, à faire des collectes et tout ça pour les aider. Pas vous donner les villes exactes, mais je l'ai vécu là-dessus, où d'aucuns ont fait tout le nécessaire pour construire la mosquée, et ensuite, un coup d'État intérieur qui est fait, la prise, puisque c'est contrôlé par des associations, des prix des contrôles. Et là, on a vu la bagarre marocain-algérien. C'est une des plus grosses bagarres qu'on peut avoir. Une mosquée était faite, entre guillemets, par des Algériens. Et puis les Marocains qui ont fait une OPA. Parfois, c'est une mosquée marocaine, c'est les Algériens qui en ont fait une OPA, etc., etc. Ensuite, il y avait aussi un problème générationnel. Sans rentrer trop dans le détail, des anciens qui étaient pendant des années plutôt dans les PMU, à boire leur bière et à jouer au tiercé, sur la fin de vie, alhamdoulilah, ils ont regagné la religion. Et puis du coup, on se retrouvait aussi avec un conflit, en plus d'avoir un problème culturel, pas culturel, culturel, on avait affaire à des anciens qui prenaient, et puis des jeunes qui n'osaient pas dire aux anciens qui ne comprenaient rien, de laisser la place et qu'ils n'étaient pas aptes. Mais eux, ils voulaient vraiment avoir le pouvoir. Certains se battent pour être président, secrétaire, comme si c'était un titre de noblesse, pour pouvoir se présenter auprès des autorités ou autres, etc. Donc en fait, dans tout ce que je suis en train de vous donner là, il n'y avait pas de motivation qui était purement islamique, mais sur des intérêts qui étaient complètement comment vous dire, dans un autre registre que celui de l'animation, de vouloir le meilleur pour sa communauté, pour servir les musulmans et les aider. Je ne reviendrai pas aussi sur la guerre qu'on a dû monter pendant des années, où ces imams non francophones venaient faire des khutbahs en arabe, alors que dans tous les pays du monde, certes, la langue universelle du Coran, c'est l'arabe, mais ils viennent enjoindre à côté la langue française, puisque c'est destiné à une population francophone et qui ne sont pas forcément tous arabophones. Voilà. Alors pourquoi je soutiens cette mesure? Parce que aussi, il y a beaucoup d'imams venant d'Algérie, du Maroc, ne connaissant pas le système de la laïcité, ne connaissant pas aussi dans quel environnement. Et du coup, les khutbahs, les prêches, ne correspondaient pas. Et parfois, mettaient en opposition la pratique religieuse avec le contexte qui est, lui, complètement différent dans un pays qui est laïque. Voilà. Et donc, dernier volet qu'on a vécu ces dernières années, et on a vu que l'axe de communication politique, la chasse aux musulmans, la chasse aux imams, est montée en flèche. Et on a vu l'imam comorien. Alors, je dis pourquoi imam comorien? Parce qu'il était de nationalité comorienne, il n'était pas français. Qui ne fait que relater ce qu'il y a dans le Coran. Parce que, petite parenthèse, il ne peut pas avoir un islam de France, il peut en avoir qu'un islam en France. Quelle est la différence? Si on dit qu'on veut un islam de France, c'est-à-dire, c'est enlever le dogme de la religion, modifier des pages de Coran, supprimer certains hadiths et le franciser, le rendre républicain comme ils disent. Ce qui est complètement absurde. Une religion, quelle qu'elle soit, elle est intemporelle et elle est aussi universelle. Par conséquent, il ne peut pas avoir une spécificité à la française. Donc, il faut un islam en France. Alors là, je vais avoir les levées de boucliers, ouais, tu veux la charia, tu veux tout ça, etc. Mais non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement
que on ne change pas le texte, d'accord? Et à un moment donné, il faut aussi que les pouvoirs publics l'acceptent. Si dans l'islam, on ne reconnaît pas, on valide pas l'homosexualité, je vois pas pourquoi un imam va devoir dire oui, il faut des mariages homosexuels. Parce que ça viole bien sûr les principes religieux, mais ça viole aussi les principes institutionnels de la liberté du culte. Parce qu'on ne peut pas dire en France c'est la liberté du culte, et en même temps dire au culte, oui, tu dois pas dire ça, tu dois faire ça, parce que ça doit être compatible. La religion n'est pas faite pour être compatible avec la République. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Elle n'a pas vocation à ça. On peut pas lui donner sa liberté, et après lui dire, oui, mais il faut que tu enlèves telle page, tel truc, un principe, tout ça, etc. En revanche, dans le comportement, dans la pratique religieuse, je suis d'accord avec vous, enfin, je suis d'accord que il faut pratiquer la religion dans les contours de la loi. Je vais redonner un exemple bien connu, fantasmé, tout ça, etc., sur la polygamie. Bon, bah, en France, la polygamie n'est pas reconnue. Dans ces cas, tu peux pas faire un double mariage. Mais en France, il n'est pas interdit d'avoir une maîtresse, il n'est pas interdit d'avoir d'être en bigame. Hein, voilà. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres que je peux donner. Et donc, je trouve que donc pour venir au sujet des imams étrangers, il y a la partie turque aussi. C'est autre chose. Parce que c'est un vieux système que Mustafa Kemal avait fait, ce qu'on appelle le Diyanet, c'est-à-dire que il avait fait un concept, parce qu'il s'est tout inspiré de la construction de la République turque, sur la base française. Tout. D'ailleurs, même quand il vire l'écriture en arabe pour mettre des langues latines, il vire beaucoup de mots qui viennent de l'arabe pour y mettre du français. Lavabo, bon, banc, douche, enfin je peux continuer, il y en a une tonne comme ça, service, problème, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée ce Diyanet, c'est-à-dire c'est ce que la France en 1905, qui était une puissance, une des plus grandes puissances musulmanes au monde, avec 30 millions de musulmans sur 100 millions d'habitants, avec ses départements d'outre-mer et ses colonies. Et quand la loi de 1905 s'est mise en place, ils ont dit, mais c'est pas possible de donner, parce que cette loi, à la base de 1905, est une loi de liberté. Il ne faut pas confondre la loi de 1905 à tous les ennemis de cette laïcité qui se drapent, soi-disant, d'être des laïcs, et qui lui font dire un tout autre sens qu'elle dit. Un exemple, quand ils vous disent, oui, mais au nom de la laïcité, pas de signe religieux dans la rue. C'est pas vrai, la laïcité, elle dit pas ça. La laïcité, elle est très claire. La séparation des pouvoirs, c'est la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne prend pas sa substance intellectuelle ou idéologique auprès de la religion. Et elle doit être neutre, et ses agents, ses salariés, doivent faire preuve de neutralité politique, philosophique et religieuse. Et donc, il ne doit pas apparaître son appartenance, parce qu'on doit s'adresser à tout le monde, et que ça ne doit pas être du partisan. Voilà. Qu'on soit le politique, ou qu'on soit le salarié de l'État, c'est une neutralité. Et donc, qu'est-ce qu'ils se font? Ils disent comment il s'est passé en Algérie. Ils se disent, mais si on donne l'application de la loi de 1905 en Algérie, on donne la liberté de culte. Et là, ça dérange. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va pas toucher, puisque c'était les préfets qui contrôlaient les khotbas, les prêches. Et donc, si on appliquait la loi de 1905 en 1905 en Algérie, ben, le pouvoir politique colonial perdait de sa substance de contrôle du culte. Et donc, par conséquent, ils ont dit, alors que l'Algérie était un département, je dis bien, c'était un département, c'était pas un protectorat. Et donc, ils n'ont pas voulu. Donc, ça a été stratégique, le schéma. Et Mustafa Kemal a fait exactement la même chose. Il a créé ce Diyanet, il a créé un système pyramidal, et c'est pour cela que nous, encore actuellement en Turquie, le prêche du vendredi, il est fait par le grand moufti et tout ça. Il n'y a pas cette part de liberté des imams d'écrire leur propre prêche du vendredi. Tout est sous contrôle avec un système comme ça. J'espère qu'avant la fin de mandat d'Erdogan, il va mettre fin à ce système. Parce que aujourd'hui, c'est lui qui a la tête politique des choses. Mais demain, si c'est l'opposition qui a des problèmes avec l'islam, ils pourront faire dire aux imams ce qu'ils veulent. Donc voilà,
Vous savez, chez la religion musulmane et chez les sunnites, c'est très bien fait. C'est un peu comme d'ailleurs chez les protestants, où j'ai lu, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a aucun homme au-dessus d'un autre homme. C'est relation horizontale avec les hommes, quand je dis homme c'est grand H, femme comprise, et verticale avec Dieu. Et il n'y a pas des strates d'autorité. Il y a des gens qui ont de la connaissance, de la science islamique, et dans ces cas, il appartient à les suivre, et tout ça, etc. Donc ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas une autorité, de facto, qui prend une décision. D'accord? Et puis, ce qu'on appelle dans des jurisprudences, etc., c'est dans ce qu'on appelle les fatwas, ça doit correspondre avec un certain nombre type de savants, enfin, c'est très complexe, on ne sort pas une fatwa comme ça, d'accord? Il y en a, ils pensent que ça sort en 5 minutes. Et pour revenir au truc, donc, les Turcs ont gardé à l'étranger ce système de dianette, mais qui a eu son côté positif puisque les imams ont été payés, ils sont encore payés hein, jusqu'à la date de la loi, jusqu'à demain, hein, directement pour permettre aux populations turques. Alors, avant, c'était permis parce que c'était pour permettre aux gens qui venaient d'ailleurs de pouvoir avoir des gens qui parlent la langue d'origine. Et ce qui s'est passé avec les Turcs. Mais il y a d'un côté le Diyanet et de l'autre côté ce qu'on appelle Millî Görüş, qui est complètement indépendant. Et là, par conséquent, ont compris, et depuis des années, commencé la formation des imams en France, par des imams français. Pour revenir sur l'histoire du Comorien, parce que j'ai fait une grande parenthèse, et puis il y en a d'autres, chaque fois qu'ils ont pris une position conforme au Coran, on a dit « Wow, ce qu'il a dit, c'est outrance ». Encore une fois, on ne peut pas dire que c'est une liberté religieuse, et ce qui est prôné par une religion, s'offusquer, s'arracher les cheveux, de dire « c'est inadmissible ». Ben non, c'est pas fait pour vous plaire. Ce qui est dit, c'est fait pour les croyants. Et ils sont pas obligés de croire ce que vous croyez. Voilà, encore une fois, vous pouvez pas empêcher de dire la vérité de la religion. Ce qui importe, c'est que le comportement, lui, ne s'affranchit pas des lois. Donc il faut faire preuve un peu de gymnastique intellectuelle et de comprendre la différence. On peut prêcher des choses, d'accord, qui sont conformes au Coran, mais de pas forcément appliquer en France parce qu'on s'affranchirait de la loi. Je vous ai donné l'exemple de la polygamie tout à l'heure, par exemple, mais je peux en multiplier des exemples comme cela. Et donc je vous ai fait l'histoire Algérie, Turcs, les Turcs à part. Mais depuis quelques années, on voit chez Millî Görüş qu'il y a plus de diversité de musulmans dans leur structure. Et que je trouve inadmissible, et je trouve absurde qu'on puisse dire mosquée turque, mosquée algérienne, mosquée marocaine. Ensuite, on a eu des États qui se sont servis. On sait bien que le régime militaire algérien n'est pas très empreint de religion. On l'a bien compris. La preuve est même, c'est qu'il continue à payer 2 millions d'euros pour la mosquée de Paris, pour avoir chaque fois des sbires qui ne servent ni les intérêts des musulmans, mais ils servent plutôt le pouvoir français. Hein, on l'a bien compris. Le côté du roi du Maroc, c'est le même tarif. Ce qui compte, c'est la politique et ce qui est dit, et de contrôler. Mais avec des imams français, ils ne sont pas expulsables. Ils ne sont pas expulsables, ils sont français. Sauf que pour n'importe quel imam, on peut rapidement, paf, le bazarguer. L'imam Iqoussen en a fait les frais. Alors qu'il était né en France et tout, mais il était marocain. Il n'était pas français, hein, c'est important de le dire. Et donc, on peut lui sortir n'importe quoi de phrase ou un truc. Et donc, c'est une épée de Damoclès qui est toujours là pour lui dire la moindre chose, on peut lui couper la tête. Mais si c'est un imam français, on peut strictement rien lui dire. S'il tient des propos qui s'affranchissent de la loi, dans ces cas, il est poursuivi. On peut le poursuivre comme n'importe quelle personne de ce qu'on appelle qui s'affranchit des lois de droit commun. Mais on ne pourra pas lui faire le même reproche qui a été fait à Iqoussen, en disant oui, il aurait dit ça, il aurait dit ci, il aurait dit cela, etc. Donc là, on peut bricoler. Sauf que sur le plan pour des Français, ils ne peuvent pas faire la même chose. Comprenez-le bien, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou parce que je rappelle que Iqoussen n'a jamais été condamné par la loi ni poursuivi pour les propos pour lesquels ils l'ont reproché, qui lui ont permis de le justifier pour l'expulser. Donc ça prouve bien que ces propos ne rentraient pas en infraction avec la loi,
Mais ils rentrent en infraction par rapport à eux, à leur morale et leur idéologie, aux valeurs qu'ils disent de la République. Mais sauf que sur un Français, ça s'applique pas. Voilà. Et moi, je veux dire, j'ai bien plus que lui, et j'ai jamais eu de poursuite et tout ça, etc. Moi, j'irai encore plus loin que cette loi. Je suis favorable que les structures associatives, religieuses, cultuelles, ne soient pas détenues par des étrangers. Le gouvernement l'a fait sur les imams. Je trouve que c'est insuffisant. Il faut le faire aussi pour les associations. Pourquoi je dis ça encore? Parce que les gens, ils sont tenus à la carte. Et donc, quand vous êtes en position de fébrilité, quand vous êtes en position de faiblesse, parce que vous avez une carte de séjour, certains, Marocains d'ailleurs, ils me l'ont dit, tout ça, ben, ils font en gaffe parce qu'ils ont peur que quand ils vont au pays, qu'ils ont un retour de bâton. On peut pas dépendre de ces gens-là. Regardez ce que passe à Gennevilliers. L'imam était français. Sauf que l'association, forcément tenue par d'autres intérêts, on leur a mis la pression pour dégager l'imam. Vous avez compris? Donc pour moi, il faut tout franciser. Et puis, je vois des potes qui étaient sur Château-Chinon. Moi, je pense, j'ai vu les naissances de Château-Chinon, etc., qu'il y a eu ce travail. Alors, c'est bien pour avoir conservé, conformément au texte, la liberté religieuse, que les imams puissent continuer à être libres de dire ce qu'ils veulent, dans la limite de la loi, et qui n'ont pas à subir la pression ou le chantage à l'expulsion, et donc du coup se mettre en restriction de leur prêche. Combien de mosquées m'ont dit que sur la question de Gaza, silence radio de l'imam, c'est inadmissible. Donc en fait, quand c'est pas d'étrangers, il y a une forme d'autocensure. Que s'il est français, il n'a pas à être censuré. Il peut soutenir Gaza, il peut soutenir les Palestiniens, il peut être véhément, il peut dire ce que toujours pareil, dans le cadre du respect de la loi. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que si c'est un étranger, on va dire, ah, il a dit ça, ah, c'est pas moral, c'est pas républicain, on le dégage. Vous voyez la différence entre les deux? Et donc, moi, je suis favorable que même ces associations, les bureaux, ne soient tenus que par des Français. Pourquoi je dis ça? C'est pour pouvoir, c'est pas du nationalisme que j'emploie là-dessus. C'est pour permettre d'avoir cette liberté, cette concentration de servir les intérêts des musulmans dans le cadre islamique et non pas dans un espace consulaire. Parce que ce combat qui a été mené, inter-pays, Algérie, Maroc, tout ça et compagnie, c'était destructif. Et servir toujours des intérêts politiques et pas servir l'intérêt de l'islam et des musulmans. Donc, je suis pour franciser tout ça. Comme ça, les gens sont libres. Et que quand on est dans une mosquée tenue par des Français, tout ça, etc., avec non pas la peur pour certains de se dire si je retourne en Algérie, ça va pas être bon pour moi, si je retourne au Maroc, ça va pas être bon pour moi, tout ça, etc., que ce soit des gens qui soient libres. Parce que ce que je vous dis là, hélas, ça n'a jamais fait débat chez les musulmans. On a toujours regardé, montré du doigt l'oppresseur, les gens qui veulent réduire les libertés, mais on n'a jamais fait le procès, de dire intrinsèque à l'intérieur, de se dire ça suffit, ces mosquées consulaires, parce que ça devient des mosquées consulaires. Vous comprenez bien? Donc voilà. Donc je trouve que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est un sujet qui doit réveiller aussi les consciences. Et si vous voulez pas devenir du chalgoumi, et que l'islam devienne du chalgoumi, la chalgomisation de l'islam de France, etc., ou en France plutôt, ça passe par des Français, et qui, comme tout Français, doivent répondre aux lois, et non pas à la morale ou à l'idéologie que certains voudraient pouvoir utiliser pour pouvoir vous shooter. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.